Située à l'ouest du Gabon, la province de l'Ogooué-Maritime est limitée par les provinces de l'estuaire au nord, de la Nianga au sud, de l'Angounié et du Moyen-Ogooué à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest. La province de l'Ogooué-Maritime est très arrosée par le fleuve Ogooué qui, après un parcours de 1200 km, se jette dans l'océan Atlantique près de Port-Gentil, son chef-lieu. La plaine alluviale du fleuve Ogooué forme un vaste delta à l'intérieur des lacs Azingo, Onangué, Oremoué, Anengué et Avanga. Au sud de l'Ogooué, plusieurs fleuves côtiers appelés Rembo se jettent dans les lagunes Fernavaz ou Nkomi, Ngooué ou Igela et Ndougou ou Setekama. L'abondance des ressources en eau, généralement au Gabon, et particulièrement dans la province de l'Ogooué-Maritime, constitue un potentiel considérable qui offre d'excellentes perspectives d'aménagement hydroélectrique et de développement de l'écotourisme. Des atouts plutôt perçus par les Marigovéens comme un sérieux handicap au regard des difficultés auxquelles ils font face quotidiennement, notamment au niveau des communications qui sont très difficiles. Une situation que déplore Gaspard Nang Ela, gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime. C'est une province qui est baignée beaucoup par l'océan Atlantique et par voie de conséquence, la difficulté majeure ou bien la spécificité qu'on peut relever, c'est le moyen de transport, le moyen de déplacement. Se déplacer dans l'Ogooué-Maritime, c'est très difficile et très coûteux. La seule voie de sortie de Port-Gentil reste l'avion. Heureusement que dans l'Ogooué-Maritime, les structures sont assez acceptables, ce qui fait de moins en moins d'évacuations. Si c'était le contraire, ça devait nous poser d'énormes difficultés. Dans certains départements, les voies navigables se ferment, les roseaux se déplacent et ça ferme des embouchures et les populations ont ces difficultés. Et aussi, c'est un problème de saison. En saison de pluie, ça passe facilement. En saison sèche, les embarcations sont obligées de faire des grands tours parce qu'à certains endroits, l'eau a tari, il y a des bancs de sable et ça pose d'énormes difficultés. L'ouverture de la route Bifoun-Mandorové est très salutaire. Cette route que nous attendons tous, ça va être un grand soulagement des populations parce qu'elle va désenclaver Port-Gentil et elle va favoriser le mouvement des gens de part et d'autre. Avec une population évaluée à 170 000 habitants, la province de l'Ogooué-Maritime est divisée en 3 départements, Bendjé, Etimboué et Ndougou, et compte 2 districts, ceux de Mpaga à Bendjé et de Ndougou en Etimboué, à la tête desquels se trouve un préfet ou un sous-préfet placé sous la direction et le contrôle du gouverneur. Gaspard Nang Ela présente sa circonscription administrative comme étant un Gabon en miniature. L'Ogooué-Maritime, c'est un Gabon en miniature. Les gens viennent de partout pour venir travailler au pétrole. Et ils ont fait des familles, et ils se sont installés. Les préfets de Ndougou et de Timboué, Hervé Patrick Diembou et Patrick Flavien Mbumba, présentent l'histoire de leur circonscription administrative et font état de leurs spécificités touristiques et économiques. Le département de Ndougou, caractérisé par une forte densité hydrographique, est difficile d'accès. Ayant une emprise sur la côte atlantique à l'ouest, ce département partage ses frontières nord par le département de Timboué, nord-est Ndolou, Manji, au sud par la Basse-Bagno et à l'est par les départements de Mougalaba et de Yetso. Dans cet espace vit une mosaïque de groupes linguistiques. Mais cohabitent autour d'elle les ethnies Lumbu, Vili, Varama, qui sont censés être les autochtones. Gamba est une ville
particulière à cause de son éloignement, à cause de son enclavement. Donc il serait souhaitable qu'on essaye de voir un peu autrement la représentation des services au niveau du département d'Ndougou. Le département de Timboué est un grand département sur le plan de l'exploitation pétrolière. Donc c'est un département qui regorge d'importantes ressources pétrolières. Le département regorge d'importants sites naturels. On a des belles plaines, on a des belles plages sauvages, on a un patrimoine historique très riche et très varié. On a une diversité au niveau de la faune, au niveau de la flore. Et on a la chance d'avoir un grand parc, le parc Luango, la seule voie de communication ici, qui permet donc, à part la voie aérienne, qui permet justement aux populations de se rendre à Port-Gentil, c'est la voie fluviale. Le brassage des populations d'Ogooué-Maritime en général et de Port-Gentil en particulier fait le dynamisme et même le charme de la capitale économique du Gabon. D'ailleurs, le maire de la commune de Port-Gentil, André-Jules Njambé, l'évoque, en même temps que l'harmonie qui règne entre les 140 000 âmes qui vivent dans cette ville de 5 000 hectares de superficie. André-Jules Njambé parle même de plusieurs sortes de métissage. Il y a plusieurs métissages, même s'ils sont discrets parce que c'est les mêmes couleurs de peau, il n'y a pas de problème particulier à travers toutes nos communautés ici. Les gens se sont intégrés, ils s'acceptent, et ça c'est parce que Port-Gentil est avant tout une ville ouvrière. Et c'est ça qui fait le dynamisme de la ville. Le coût de la vie est encore un peu plus cher à Gamba qu'à Port-Gentil, relativement. Bon, Port-Gentil vit son insularité au jour le jour. Nous avons des grands pôles de production à l'intérieur du pays. C'est le Fernavaz, ce sont les cantons, Ogooué, le canton Océan, au niveau du pays Orungu, mais c'est également les échanges avec l'Ambaréné et l'arrière-pays. À Port-Gentil, avec les bateaux qui descendent de l'Ambaréné, nous arrivons à consommer, par exemple, le manioc qui vient de Mbigou. Mais il faut savoir quand même que Port-Gentil produit du poisson qui est exporté, du poisson frais, du poisson salé, des crevettes, qui partent même à l'exportation internationale. La sardine, elle est pêchée ici, elle est vendue dans tout le Gabon, y compris au Cameroun. Et nous vivons de ces échanges. Selon le premier magistrat de la ville, les différents projets sont le fruit d'une concertation entre les élus et les habitants de Port-Gentil. Le grand projet de la ville, c'est un grand canal sud qui part donc du nord-ouest pour aller vers le sud-ouest. Donc, depuis Bac Aviation, l'île Mandji est arrivée au droit de la future université. Et peut-être même aller au-delà. Et ce grand canal doit se raccorder avec les ouvrages existants. Donc, à côté des canaux, il y a des routes. Il faut créer de nouvelles routes. Le troisième grand projet qui doit se faire, c'est la construction de 5000 logements. Comme toute agglomération, avec un territoire et une population, Port-Gentil a aussi son histoire. Une histoire qui lui est propre. À l'origine campement de pêche, Port-Gentil s'est rapidement développé. À en croire Jean-François Rebella Rousselot, Michel Auguste et André Noël Aguetaz. Port-Gentil, c'est un campement de pêche. Moi, mes parents viennent de Tangatanga. Ce canal est la séparation des indigènes et les Européens. Il a été créé par le Gamon, un administrateur civil. C'est-à-dire que c'est la séparation, c'est la frontière entre les indigènes et les Européens. C'est-à-dire que les indigènes n'avaient pas le droit de construire près du canal. La frontière, il fallait construire à 1 kilomètre. S'il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont aussi parmi les premiers, mais c'était les gens du Haut-Ogooué. La balise était presque les gens de Haut-Ogooué. Et c'était la connage, la manutention. L'exploitation des mines de pétrole, de bois, ce sont de Bapounou. Les mines étaient chez lui. Port-Gentil, c'était un peu, quand on arrivait à l'aéroport,
D'abord, l'aéroport était en latérite, il y avait 3 cabanes en bois, hein, il y avait la douane, la police et puis un petit bar. C'est tout ce qu'on trouvait quand on arrivait. Hein. Moi, je vais vous rappeler des moments où j'ai quand même connu, j'ai failli moi, me faire licencier de la maison où j'étais, parce que je me suis mis avec ma femme. Hein, à l'époque, les relations étaient dures. Mes relations avec mes compatriotes à l'époque étaient plutôt tendues. Un des deux côtés d'ailleurs. Bon, ma femme, on lui reprochait qu'elle allait se marier avec un blanc. Et puis moi, je me marie avec une négresse, il faut dire les choses comme les gens appelaient à l'époque. Hein. Il y a quand même eu des progrès, même, je parle dans les sociétés, au niveau des relations entre les Gabonais et les Français quand même. Il y a comme une progression, disons, sur quand même les routes, bon, parce qu'à l'époque, mon époque, il n'y avait pas beaucoup de routes hein, quand je suis arrivé. Sur le plan de la ville, bon, ça a bien changé quand même, bon, il y a quand même des choses qui se sont faites. Sur le plan de travail, quand même, le travail s'est amélioré. J'ai trouvé Port-Gentil en pleine expansion, puisque la raffinerie Sogara venait d'ouvrir depuis 1 an. Les grandes sociétés Elf Gabon et Shell Gabon étaient présentes et très actives à Port-Gentil. Et on venait d'ouvrir le boulevard Léomba, qui relie le carrefour de la SEG au carrefour de la CFG. Mais ce qu'il faut savoir également à l'époque, c'est que depuis le carrefour de la SEG jusqu'au carrefour de la CFG, il n'y avait aucune construction, ni à droite ni à gauche, si ce n'est le centre de formation professionnelle qui est au début du boulevard. Il y avait le lycée d'État qui a été construit dans les années qui ont suivi. Il y a eu la centrale électrique, parce qu'au départ, la centrale électrique n'était pas à sa place actuelle. Elle était dans les bâtiments de la CFG. Il y a eu le grand centre de formation professionnelle qui a été également construit. Il y a eu la foire municipale, l'emplacement de la foire municipale. Donc ça a vraiment été une très grande évolution dans la physionomie de Port-Gentil. Le virage du développement économique de Port-Gentil est amorcé dès 1947, année de création de la CFG, la compagnie forestière du Gabon, aujourd'hui rachetée par l'italien Coraoud Gabon. Spécialisé dans le sciage, le déroulage et le contreplaquage des grumes de Koumé, comme son ancêtre, Coraoud Gabon perpétue la noblesse de l'Okoumé, essence qui comporte d'énormes qualités technologiques, se prêtant à la fabrication des structures en bois, notamment pour l'aviation et pour les boîtes de cigares. Une essence qui fait la renommée internationale du Gabon. Écoutons à ce propos Sabé Safouane, le directeur général de cette entreprise. La CFG a été créée dans les années 48-49, après la Deuxième Guerre mondiale, par 2 sociétés franco-américaines qui ont supposé être la plus grande industrie du monde dans la production du contreplaqué, jusqu'à l'indépendance où cette société a été étatisée. La CFG, elle a une histoire. Elle a fait connaître sa production dans le monde entier, qui était une référence, et qui est toujours une référence. Elle restera toujours une référence, non seulement du Gabon, mais de Port-Gentil. Je dirais que la CFG, qui est aujourd'hui Coraoud, Gabon, son produit ne s'efface jamais des mémoires des utilisateurs directs ou indirects, dus à la production qu'elle fait et qu'elle met à la disposition du consommateur, surtout européen et africain. Nous avons une essence qui s'appelle l'Okoumé, c'est une essence noble qui n'existe pas ailleurs dans d'autres pays que le sud du Congo et un tout petit peu sur la Guinée équatoriale. Et c'est une essence d'une très haute qualité, d'une très haute flexibilité. Et la production lui-même de contreplaqué n'a rien à voir avec les autres essences qui arrivent, soit du Cameroun ou d'autres pays producteurs de contreplaqué, notamment le Brésil, etc. C'est la façon de le produire, la façon de mélange de la colle et d'ingrédients que nous mettons avec la colle qui
rend notre contreplaqué beaucoup plus cher que nos voisins ou d'autres producteurs de contreplaqué. Depuis le 15 mai 2010, l'exportation des grumes est interdite au Gabon conformément à la décision prise en novembre 2009. L'objectif visé par le gouvernement gabonais est de favoriser la transformation locale des essences forestières en vue de créer davantage de richesses et d'exporter des produits finis et semi-finis à forte valeur ajoutée. Si le koumé reste depuis toujours une ressource fondamentale pour le Gabon, le pétrole demeure le poids lourd de l'économie gabonaise. Amorcée dans les années 30, la prospection géologique a abouti aux découvertes continentales autour de Port-Gentil avec la SPAEF, la Société des pétroles de l'Afrique équatoriale française, ancêtre de Total Gabon sans grand succès. Ce n'est qu'en 1956 qu'a été découvert le premier puits de pétrole par la SERP, la Société équatoriale des recherches pétrolières à Ozouri, à quelques kilomètres de Port-Gentil. Le foreur de ce premier puits de pétrole, André Bachilili, 68 ans aujourd'hui, s'en souvient encore comme si c'était hier. Ce jour-là, d'abord, il y avait les autres. On avait le géologue s'appelait Befaria. Il avait des origines italiennes. Il avait laissé les consignes comme quoi, si vous voyez la fluorescence et tout ça, il faut vite faire arrêter la sonde et venez me chercher. Je suis allé prélever sur le tamis vibrateur. J'ai vu sur le tamis vibrateur l'huile noire. Je suis allé au laboratoire. Fidèle m'a dit, oh, André, c'est quoi? Pourquoi? Ça c'est quoi? J'ai dit, ah mais je ne sais pas, hein. Regarde les cuttings là, regarde la couleur. Il y a l'huile dedans là. Il a pris, il y avait une lampe qui voyait la fluorescence. La fluorescence du pétrole est jaune. Il est allé regarder à la lampe de Wood. Il a crié, oh André, il y a la fluorescence. Je suis allé, j'ai regardé. Bon, effectivement, il y avait de la fluorescence. La prospection pétrolière s'est poursuivie non seulement avec Total Gabon, mais aussi avec plusieurs autres sociétés et particulièrement avec les forages offshore et onshore dès 1962. Prospection qui connaît son apothéose 23 ans plus tard avec la découverte en 1985 par Shell Gabon de l'important gisement de Rabikunga. Le pétrole gabonais emprunte deux directions, l'exportation et sa transformation locale à Sogara, la société gabonaise de raffinage, créée par la volonté politique des États de la sous-région, à savoir le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo et le Tchad. Sogara, en effet, a été créé en 1965 par la volonté de 5 États, les États de l'UDEAC. Ensuite, en 1967, on a mis en production les premières unités de la Sogara et on produisait 600 000 tonnes. En 1973, l'État gabonais a racheté les parts des 4 autres États. Et effectivement, en 1973, la Sogara était devenue une société de l'État gabonais. Et donc, c'est cette histoire un peu du développement de la Sogara qui fait peut-être penser que la Sogara est toujours demeurée dans le giron public. Mais aujourd'hui, comme je vous le dis, la Sogara est une société privée, mais dont l'État est actionnaire à hauteur de 25%. Et la Sogara fabrique un certain nombre de produits. Ces produits sont ce qu'on appelle le butane, le kérosène, l'essence, le gasoil, le fioul et le bitume. Ces produits sont, pour l'essentiel, consommés localement. Le marché gabonais est un marché qui tourne entre 550 000 et 600 000 tonnes par an. Et la production
actuelle de la Sogara en temps normal tourne autour de 800 000 tonnes par an. C'est vrai qu'il y a un écart par rapport à la production nominale, c'est-à-dire la capacité maximale de produits que nous pouvons sortir est de 1 200 000 tonnes, mais nous n'avons jamais atteint effectivement ces pics de production. Sogara a toujours été reconnu, et il est toujours un îlot de compétences. Nous avons du personnel compétent, et aussi pour votre information, sachez que Sogara n'emploie aujourd'hui que 4 expatriés sur 434 personnes. Un taux de gabonisation, je crois que l'un des plus forts du Gabon, est dans un secteur à haute technicité. Quant au processus suivi par le brut gabonais, le directeur général de Sogara nous décrit son cheminement depuis le terminal pétrolier du Cap Lopez par Oléoduc jusqu'aux installations de Sogara où s'effectuent les différentes transformations. Le brut, nous l'achetons auprès de fournisseurs locaux que sont Total, Shell. Donc il nous arrive du Cap Lopez par un oléoduc de 18 km de long et de 10 pouces. Et il arrive ensuite ici dans notre raffinerie. Bon, le processus, c'est le processus de la distillation atmosphérique. Le brut est chauffé, en gros à 380 degrés. Il nous permet de séparer les produits dits légers, essence, butane, d'avec les produits beaucoup plus lourds. Donc, premier niveau du four, il y a la séparation qui est faite. Ensuite, on a des produits beaucoup plus lourds qui sont ensuite encore réchauffés pour obtenir le gasoil, le bitume et le fioul, qui sont les produits beaucoup plus lourds. Les échantillons de bitume de la Sogara ont été testés à l'étranger, en particulier dans les laboratoires du groupe Total, mais aussi les ponts et chaussées. Il a aussi été testé dans des laboratoires indépendants par le ministère des Mines et des Hydrocarbures. Il a été prouvé qu'il répondait parfaitement aux normes internationales de fabrication de bitume. Et je voudrais aussi vous dire que notre bitume, nous l'exportons. Il est vendu dans des pays étrangers. L'utilisation des retombées pétrolières ne fait pas toujours l'unanimité au sein de la population gabonaise. Pour les habitants de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon mérite mieux, notamment au niveau des voies de communication et des autres infrastructures nécessaires au bien-être des populations qui pensent aujourd'hui être les oubliés de l'histoire du pétrole, en d'autres termes, les oubliés du pétrole, ce thème choisi par Chantal Olago pour son exposition consacrée au cinquantenaire du Gabon. 50 ans qui arsénient le pétrole, les oubliés de l'histoire. C'est vrai que Elf Gabon a posé quelques actes pour Port-Gentil, mais en gros j'estime que c'est pas ça. Mais c'est surtout pour les Port-Gentillais, pour tous ceux qui ont travaillé, pour tous les efforts qu'ils ont fournis, pour les difficultés qu'ils ont rencontrées sur le terrain pour ce travail. Et ce que ça a pu apporter, aussi bien humainement, intellectuellement, culturellement. Mais il n'y a pas de doute que l'avenir de la province Logoué-Maritime est lié au projet de la zone franche de l'île Mandji, ainsi qu'aux 3 piliers de la nouvelle politique gabonaise qui se repose sur le Gabon vert avec la protection de l'environnement, la promotion de l'écotourisme et la révalorisation de la forêt. Le Gabon industriel par la révalorisation sur place des matières premières et le Gabon des services avec un accent particulier sur les compétences et les potentialités du Gabon. Les 13 parcs nationaux créés en 2002 par les autorités gabonaises visent à faire du Gabon la première destination mondiale du tourisme liée à sa forêt. De ces 13 parcs, il y a celui de Luango, situé en Ogooué-Maritime, là où la forêt équatoriale rencontre l'océan Atlantique. Une escale est nécessaire au village de Setekama, les 7 tombes des 7 Portugais morts dans cette localité. Largement soutenus dans leurs efforts par la communauté internationale, les autorités gabonaises se préoccupent des aires protégées de Luango et de Gamba, où le Smithsonian Institute y est présent, et Ampaga, où l'UNESCO suit avec les populations locales un projet sur la protection du patrimoine naturel
que constitue la première école du canton Ogooué, fondée en 1926. Nous inscrivons dans la droite ligne des exigences de l'UNESCO. Nous avons restauré cette source dans le cadre de nos activités du club UNESCO du CES Lompaga. L'objectif, au terme de 4 ans de travaux, étant d'accéder au statut d'école associée de l'UNESCO. Donc le rôle des écoles associées de l'UNESCO est de vulgariser les idéaux de l'UNESCO autour de ce que nous appelons les thèmes mondiaux. Et l'un des thèmes mondiaux défendus par l'UNESCO demeure l'environnement. Comme il est de tradition au Gabon et particulièrement dans la province de l'Ogooué-Maritime que tout se termine par une chanson, et n'oublions pas que ce qui est chanson est danse et inversement, tous ces objets d'art sont étroitement liés avec les spectacles. Certains font leur apparition à l'occasion des fêtes au village, rythmés de danses traditionnelles telles que l'Nkonjo, l'Ivanga, le Butiakoa, l'Ekunda, l'Elombo ou le Ndjembe, qui se pratiquent dans la presque totalité des localités marigovéennes.